donne ça à mon fils ou sors tes enfants d'ici. Ma sœur a craqué après que son fils de 13 ans a arraché la chaîne en or du cou de mon fils. Il mérite de belles choses plus que ton gosse, a-t-elle dit. Mes parents se sont contentés de regarder. J'ai pris la chaîne, je suis sorti et j'ai fait un changement discret. Au lever du soleil, ma sœur m'appelait depuis un parking. Une petite seconde avant la vidéo, si vous regardez cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, vous passez à côté de quelque chose, et nous aussi. Cliquez sur ce bouton, rejoignez la communauté et faisons grandir ce projet ensemble. Très bien, c'est parti. J'ai entendu la chaîne se briser avant de voir ce qui se passait. Un petit bruit, comme une brindille, puis la main de mon fils est allée à son cou, et la chaîne n'était plus là. Mon neveu la brandissait comme un trophée, la laissant pendre entre deux doigts, tandis que ma sœur regardait depuis l'autre bout de la pièce sans rien dire. Quand je me suis levé, elle a enfin parlé, « Donne ça à mon fils ou sors tes enfants d'ici. » Mes parents étaient assis à 1 mètre de là. Aucun d'eux n'a bougé. Je m'appelle Nathan. Mon fils s'appelle Caleb. Il a 10 ans. La chaîne était un cadeau d'anniversaire que je lui avais acheté il y a 3 mois parce qu'il en voulait une comme celle que son grand-père portait autrefois, le modèle plat en maille serpent qui accroche la lumière quand on bouge. J'avais économisé pour ça, je l'avais récupéré chez un bijoutier un mardi après-midi et je l'avais emballé sur la table de la cuisine pendant qu'il était à l'école. Elle a coûté $400, ce qui n'est pas beaucoup pour certains, mais c'était beaucoup pour moi, et c'était tout pour lui. Caleb portait cette chaîne tous les jours. Il la glissait sous son t-shirt à l'école, l'enlevait avant l'entraînement de basket et la remettait après sa douche. Il la traitait comme si elle valait plus que de l'or parce que, pour lui, c'était le cas. C'était la première chose qui lui donnait l'impression d'être grand. Laissez-moi vous parler de ma sœur Rachel avant de vous parler du dîner, car le dîner n'a aucun sens sans le contexte. À Noël dernier, mes parents ont acheté à Marcus, le fils de Rachel, une console de jeu. Caleb a reçu une carte cadeau de $20. Il a dit merci et ne s'est pas plaint. Sur le chemin du retour en voiture, il retournait la carte cadeau dans ses mains comme s'il essayait d'y trouver plus de valeur. Lors du dernier barbecue familial, Rachel a dit à Caleb de céder sa place à table pour que Marcus puisse s'asseoir. Tu es plus jeune. Tu peux t'asseoir sur la marche. Caleb avait 10 ans, Marcus en avait 13. Caleb s'est déplacé sans qu'on le lui dise 2 fois. Et j'ai regardé mon fils assis sur une marche en béton en train de manger un hot-dog pendant que son cousin prenait sa chaise. Et je n'ai rien dit parce que je me disais que ça ne valait pas la peine de se battre. Ma femme, Laura, a une liste dans sa tête. Chaque affront, chaque préférence, chaque moment où Rachel ou mes parents ont traité Caleb comme étant inférieur à Marcus. Elle n'en parle pas souvent, mais quand elle le fait, la liste est précise et datée, et elle la livre sans émotion et juste des faits. De la même manière que quelqu'un lit un dossier médical. Elle préparait un dossier que je n'étais pas prêt à entendre, et elle a été patiente d'une manière que je ne méritais pas. Sur le chemin du dîner ce soir-là, Caleb était sur le siège arrière avec ses écouteurs, regardant quelque chose sur le téléphone de Laura. Laura gardait la voix basse. Si ta sœur commence quelque chose ce soir, je ne resterai pas. Elle ne fera rien. C'est juste un dîner. Ce n'est jamais juste un dîner. La dernière fois, elle a obligé Caleb à céder sa chaise. La fois d'avant, elle a dit à ta mère devant tout le monde que Caleb était hyperactif parce qu'il jouait trop fort. Ta mère était d'accord. Laura, je ne vais pas me battre avec toi. Je te dis ce que je vois. Et ce que je vois, c'est une famille qui traite notre fils comme un invité dans une maison qui devrait aussi être la sienne. Je n'ai pas répondu. Elle avait raison. Mais avoir raison et être prêt sont 2 choses différentes, et je n'étais pas prêt. Pas encore. Cela allait changer. Nous sommes arrivés chez mes parents à 18h. Ma mère avait préparé un rôti. La table était dressée pour 8. Mon père était dans sa chaise habituelle en bout de table avec la télécommande à côté de son assiette, même si la télé était éteinte. Rachel était déjà là avec Marcus, qui était affalé dans sa chaise, faisant défiler son téléphone avec un écouteur. Ma mère a serré Caleb dans ses bras à la porte. Voilà mon garçon. Tu deviens si grand. Caleb lui a rendu son étreinte. Il le faisait toujours. Rachel ne s'est pas levée, elle a fait un signe de la main depuis la table. Marcus n'a pas levé les yeux de son téléphone. Marcus, dis bonjour à ton oncle, a dit Rachel,
mais elle l'a dit de la manière dont on dit des choses dont on sait qu'elles ne seront pas suivies d'effet. Marcus a levé le menton d'un demi-centimètre et s'est replongé dans son écran. Caleb s'est assis en face de Marcus. La chaîne était visible au-dessus de son col parce qu'il portait un col ras du cou ce jour-là. J'ai remarqué que Marcus l'a regardé quand nous nous sommes assis. Il l'a fixé pendant quelques secondes, puis a regardé sa mère, puis a regardé à nouveau la chaîne. Nous avons mangé. Mon père m'a posé des questions sur le travail, je lui ai dit que j'étais occupé. Il a hoché la tête de la manière dont il hoche la tête pour les choses qui ne l'intéressent pas assez pour une deuxième question. Ma mère a passé les pains et a parlé à Rachel d'une promotion à l'épicerie. Rachel s'est plainte que son propriétaire augmentait la facture d'eau, ce qu'elle fait à chaque dîner parce que se plaindre est sa façon de rappeler à tout le monde qu'elle a la vie plus dure que nous et qu'elle doit donc être pardonnée pour tout ce qui suit. Laura était silencieuse. Elle observait la table comme elle le fait toujours dans ces moments-là, traquant les petits détails que personne d'autre ne juge importants. Qui est servi en premier? À qui demande-t-on comment s'est passée sa semaine? Qui est interrompu, et qui est écouté? Elle m'avait dit un jour qu'on peut voir toute la hiérarchie familiale dans les 10 premières minutes d'un dîner si on y prête attention. Je n'y prêtais jamais attention. Elle, toujours. Ma mère a interrogé Marcus sur l'école. Il a répondu en 2 mots. Ma mère a ri comme s'il avait dit quelque chose de brillant. Pourquoi? Elle n'a pas posé de questions à Caleb sur l'école. Laura a capté mon regard à travers la table. Elle n'a rien dit, elle n'en avait pas besoin. Le petit mouvement de tête vers Caleb disait tout, elle venait de voir ma mère ignorer notre fils. Rachel s'est tournée vers Caleb. C'est une jolie chaîne. Où l'as-tu eue? Caleb l'a touchée. Papa me l'a offerte pour mon anniversaire. Elle a dû coûter cher. J'ai regardé Rachel. C'était un cadeau. Je dis juste que c'est beaucoup d'or pour un enfant de 10 ans. Elle a jeté un coup d'œil à Marcus, s'assurant qu'il écoutait. Certains enfants n'ont pas de belles choses comme ça. La phrase est restée suspendue dans l'air. Pas exactement une insulte, mais une affirmation de position. Elle venait de dire à Marcus devant toute la table que Caleb avait quelque chose qu'il ne devrait pas avoir, et que Marcus était celui qui était traité injustement. La main de Laura a trouvé mon genou sous la table. Un pincement assez fort pour dire « ne dis rien ». Je me suis remis à mon rôti, mais je voyais Marcus de l'autre côté de la table, et il regardait la chaîne différemment maintenant. Pas par hasard il l'étudiait de la manière dont on étudie quelque chose qu'on vous a dit devoir vous appartenir. 2 minutes plus tard, il est passé à l'acte. Marcus a tendu le bras à travers la table, a saisi la chaîne d'une main et a tiré d'un coup sec. Le fermoir a cassé avec un bruit de brindille qui se brise. Caleb a eu un hoquet de surprise et sa main a volé à son cou. La chaîne était dans le poing de Marcus, et il l'a brandie une seconde, l'a regardée, puis l'a jetée sous la table comme un emballage de chewing-gum. La pièce s'est figée. Pas de silence, mais une immobilité. Le genre d'immobilité où l'on entend les glaçons se tasser dans un verre et l'horloge au mur, et où plus aucune fourchette ne bouge. Rachel m'a regardé, pas Marcus, pas Caleb, qui était assis là, la main sur le cou et les yeux écarquillés, et elle m'a regardé moi, comme si j'étais le problème qu'elle devait régler. Donne ça à mon fils ou sors tes enfants d'ici. Elle l'a dit comme une réplique répétée. Aucune hésitation, aucun choc face à ce que Marcus venait de faire. Juste une exigence lancée à travers la table à un volume que toute la pièce pouvait entendre. Il mérite de belles choses plus que ton gosse. Tout était là. Des années de petite hiérarchie, le pilon de poulet, la chaise, la carte cadeau, tout cela compressé en une seule phrase prononcée devant les 2 enfants, devant mes parents, devant ma femme. Elle avait rabaissé mon fils en face de lui, à la table de ses grands-parents, et elle s'attendait à ce que tout le monde soit d'accord. J'ai regardé mes parents. Mon père coupait son poulet. Ma mère avait un verre d'eau à mi-chemin de sa bouche, et elle l'a reposé lentement, avec précaution, comme si poser un verre était l'action la plus importante de la pièce. Aucun d'eux n'a dit un mot. Aucun d'eux n'a dit à Rachel d'arrêter. Aucun d'eux n'a dit à Marcus de rendre la chaîne, de s'excuser ou de quitter la table. Les fourchettes. J'y reviens toujours. Mon fils avait une marque rouge qui se formait sur la nuque là où le fermoir avait griffé sa peau avant de céder, et mes parents ont choisi leur fourchette plutôt que son visage. J'ai regardé Caleb. Il ne pleurait pas. Il ne criait pas sur Marcus et ne cherchait pas la chaîne sous la table.
Il me regardait. Il me regardait simplement, la main sur son cou. Il attendait. Il n'attendait pas n'importe qui, il m'attendait, moi. Parce que je suis son père, et quand les choses tournent mal, c'est vers moi qu'il se tourne. Et le regard dans ses yeux n'était ni de la colère ni de la douleur, c'était de la confiance. Il me faisait confiance pour répondre à ce qui venait de se passer. Et je me suis levé. Ma chaise a raclé le sol assez fort pour faire teinter les couverts. Tout le monde m'a regardé. Le visage de Rachel est passé de l'arrogance à quelque chose de moins assuré. Mon père a arrêté de couper. La main de ma mère s'est figée sur son verre. Je n'ai pas bougé pendant 3 secondes. 3 secondes entières debout, immobile, tandis que la fureur me traversait. Mes mains étaient des poings sur mes côtés, ma mâchoire était contractée et je sentais mon cœur battre dans mon cou. 3 secondes où j'ai été le plus proche de perdre le contrôle devant mon fils. Puis je me suis penché entre les pieds des chaises, j'ai passé la main sous la table et j'ai ramassé la chaîne sur le tapis. Je l'ai mise dans ma poche. J'ai pris la main de Caleb. J'ai regardé mes parents par Rachel, eux. 3 secondes d'un regard qui disait tout ce que je n'allais pas dire à voix haute. Puis j'ai marché vers la porte. Laura était déjà debout. Elle avait son sac et le manteau de Caleb à la main. Elle était prête avant moi. Elle était prête avant même que le dîner ne commence. Rachel nous a interpellés, « Oh, ça va. Tu vas vraiment en faire toute une histoire ?» C'était juste une chaîne. Marcus ne pensait pas à mal. Laura a ouvert la porte. Je suis sorti avec Caleb. Laura l'a refermée derrière nous, et la voix de Rachel a été coupée par le clic du loquet. Ce clic a été le dernier son que j'ai entendu dans la maison de mes parents, le son doux et net d'une porte se fermant sur une pièce pleine de gens qui ont regardé mon fils se faire blesser sans rien dire. La voiture est restée silencieuse pendant 5 minutes. Laura était sur le siège passager, les bras croisés, non pas à cause du froid, mais par l'effort de garder sa bouche fermée. Caleb était à l'arrière, toujours la main sur le cou. « Papa, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Mes mains se sont crispées sur le volant, le feu est passé au vert et j'ai démarré avant de répondre. « Tu n'as rien fait de mal, Caleb. »« Absolument rien. »« Alors pourquoi Marcus a fait ça ?» Laura s'est légèrement tournée vers l'arrière mais n'a pas répondu. Elle me laissait gérer, ou elle me laissait bien entendre la question. Parce que Marcus a fait un mauvais choix. Mais tante Rachel a dit que je ne le mérite pas. Tante Rachel se trompe. Elle l'a dit devant tout le monde. Je l'ai entendu. Papy et mamie n'ont rien dit. Je l'ai regardé dans le rétroviseur. Il avait 10 ans et il avait remarqué exactement ce que j'avais remarqué. Les grands-parents n'avaient rien dit. Ils l'avaient enregistré. Les enfants enregistrent toujours tout. Je sais qu'ils n'ont rien dit. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont d'accord avec elle? Je n'ai pas répondu à celle-là. Laura a tendu le bras et a posé sa main sur son genou. Ça veut dire que nous rentrons à la maison et que tu vas aller bien. Caleb a hoché la tête. Il a regardé par la fenêtre pendant un moment. Puis, est-ce que je vais récupérer ma chaîne? Elle est dans ma poche. Elle est à toi. Personne ne te la prendra. Il a mis sa main sur son cou, là où se trouvait la chaîne, et l'a laissée là pendant tout le reste du trajet. La marque rouge du fermoir était visible sous les lampadaires à travers la vitre. Elle allait d'un côté à l'autre de son cou comme une griffure d'animal. Et chaque fois que je la voyais dans le miroir, je sentais la fureur revenir contrôler mes présentes, pesant sur ma poitrine. À la maison, j'ai mis de la pommade sur la marque pendant que Caleb était assis sur le comptoir de la salle de bain. Laura se tenait dans l'embrasure de la porte, observant, les bras croisés. « Ça pique un peu », a dit Caleb. « Je sais, mon grand. Ça va passer. » Il s'est regardé dans le miroir, tournant la tête pour voir la marque. On dirait une éraflure. C'est une éraflure causée par la chaîne par le fermoir quand il a cassé. Il y a réfléchi une seconde. Marcus a tiré vraiment fort. Oui, il a tiré fort. Je l'ai mis au lit à 21h. Il tenait la chaîne brisée dans sa main en s'endormant, les doigts serrés sur les maillons comme on tient ce qu'on a peur de perdre. Je suis resté un moment sur le pas de la porte à le regarder respirer, la marque rouge visible au-dessus du col de son pyjama, la chaîne serrée dans son poing sur l'oreiller. En bas, Laura était assise à la table de la cuisine. Elle avait versé 2 tasses de café et son téléphone était posé face contre table.
Elle m'a regardé quand je me suis assis en face d'elle. Comment est la marque? Ça va passer. Et toi, comment ça va? Je suis en colère. Bien. Tu devrais l'être. Moi, je suis en colère depuis 2 ans. Elle a pris son café et l'a tenu sans boire. Je vais te dire quelque chose et j'ai besoin que tu l'écoutes. D'accord. J'ai vu ta sœur dire à ton fils qu'il ne mérite pas de belles choses. J'ai vu tes parents continuer à manger. J'ai vu un gamin de 13 ans arracher une chaîne du cou de ton fils et la jeter par terre comme un déchet. Et je t'ai vu rester planté là pendant 3 secondes à décider si tu allais renverser la table ou sortir. Tu es sorti. C'était la bonne décision. Mais ce qui se passe ensuite est ce qui compte vraiment. Je sais. Ah bon? Parce que ça fait 2 ans que je te vois laisser cette famille traiter Caleb comme un enfant de seconde zone. Et chaque fois que j'en parle, tu me dis que j'exagère. Et ce soir, un enfant a marqué le coup de notre fils et tes parents n'ont pas arrêté de mâcher. Elle avait raison. Elle avait toujours eu raison, et je n'étais tout simplement pas prêt à l'entendre avant ce soir. Es-tu prêt maintenant? A-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le service d'urgence du bureau de location de l'appartement de Rachel. Je m'étais porté garant pour son bail il y a 2 ans après son divorce, quand personne d'autre ne voulait mettre son nom. J'ai laissé un message demandant le retrait formel de ma garantie de co-signataire avec effet immédiat. 90 secondes. J'ai raccroché. Laura m'observait. Sur quoi d'autre est-elle inscrite? L'assurance auto. Elle est sur ma police. Enlève-la. J'ai ouvert l'application, trouvé le nom de Rachel sous les conducteurs additionnels. 3 clics. Supprimer. Le compte Amazon. Les fournitures scolaires de Marcus. J'ai changé le mot de passe et supprimé l'accès partagé. 30 secondes. Laura a pris son café, en a bu une gorgée cette fois. Autre chose? C'est tout. Alors on a fini. Nous sommes restés assis dans la cuisine silencieuse tandis que le téléphone restait noir sur la table entre nous. Quoi qu'il arrive le lendemain matin, ça arriverait. Rachel a envoyé un SMS à 21h, tu es dramatique. Marcus n'est qu'un enfant. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Laura l'a lu par-dessus mon épaule. Elle est déjà en train de réécrire l'histoire. Marcus a tendu le bras et a arraché une chaîne du cou d'un enfant. Ce n'est pas un gosse qui ne sait pas ce qu'il fait. Je n'ai pas répondu. À 22h15, un autre SMS, maman est vraiment bouleversée. J'espère que tu es fier de toi. Laura a regardé l'écran. Ta mère était assez bouleversée pour continuer à manger pendant tout l'incident. À 23h, un dernier, écoute, je suis désolé si les choses se sont envenimées. On peut en parler demain. L'excuse contenait un « si les choses se sont envenimées ». Comme si ce qui s'était passé était une météo qui s'était abattue sur tout le monde au lieu de quelque chose que son fils avait fait de ses mains sous ses yeux. J'ai fait une capture d'écran des 3 messages. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Nous sommes allés nous coucher. Je suis resté un moment dans le noir, pensant aux 3 secondes où j'étais resté à cette table, les 3 secondes où j'avais choisi de me baisser plutôt que de frapper. J'avais pris la bonne décision parce que mon fils regardait. J'ai dormi mieux que prévu. Les décisions justes ont tendance à vous laisser vous reposer. À 6h14, mon téléphone a sonné. Rachel. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé à 6h16, 6h18 et 6h21. 4 appels en 7 minutes. J'ai décroché au 5e. Elle pleurait pas des pleurs de colère, des pleurs de peur. Le genre de pleurs qui surviennent quand on se réveille et qu'on trouve un papier sous sa porte qui bouleverse sa vie. Nathan, qu'est-ce que tu as fait? Le propriétaire a laissé un avis. Il dit que le garant s'est retiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon nom n'est plus sur ton bail. Tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. Je l'ai fait hier soir. Hier soir? Tu as fait ça hier soir? Pendant que je dormais? Pendant que ton fils dormait avec une marque sur le cou du mien. Oui, hier soir. Elle est restée silencieuse quelques secondes. J'entendais le trafic en arrière-plan. Elle était dehors. Nathan, j'ai 30 jours. 30 jours pour trouver un endroit où aller.
Tu comprends ce que ça signifie? Je comprends exactement ce que ça signifie. J'ai aussi compris ce que ça signifiait quand ton fils a arraché une chaîne du cou d'un enfant de 10 ans et que tu m'as dit de sortir. Tout ça pour une chaîne? Tu vas rendre mon fils sans abri pour une chaîne? Tu as fait saigner mon fils pour une chaîne. Moi, j'enlève juste mon nom d'un morceau de papier. Encore un silence. Et puis je ne peux pas démarrer ma voiture. L'application d'assurance dit que ma police est inactive. C'est exact. Nathan. Trouve ta propre assurance, Rachel. Trouve ton propre bail. Trouve ton propre chemin. Parce que la personne qui faisait tout ça pour toi est la même personne à qui tu as dit de sortir de chez tes parents pendant que son fils de 10 ans saignait. Et cette personne en a fini. Tu gâches ma vie. Je quitte ta vie. Il y a une différence. Tu aurais dû l'apprendre avant hier soir. J'ai raccroché. À 7 heures, ma mère a appelé. Nathan, Rachel m'a appelé. Elle est devant son immeuble. Elle dit que tu as retiré ton nom de son bail. C'est vrai. Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Parce qu'elle a dit à mon fils qu'il ne méritait pas de belles choses. Et pendant que son fils laissait une marque sur le cou de mon garçon, tu as repris ta fourchette et tu as continué à manger. Ma mère est restée silencieuse. Nathan, c'est ta sœur. Elle a des difficultés. Elle galère depuis son divorce, et c'est moi qui la soutiens. Le bail est à mon nom. L'assurance auto était ma police. Et hier soir, elle a regardé la personne qui payait pour tout ça et lui a dit de sortir. Elle ne le pensait pas. Elle le pensait. Elle le pense toujours. Tu fais juste semblant du contraire parce que c'est plus facile que de lui demander de rendre des comptes. Mon père a pris le téléphone. Sa voix était tendue comme elle l'est quand on l'oblige à appeler. Ça va trop loin. Tu dois venir ici et régler ça. Régler quoi? Le dîner où un gamin de 13 ans a attaqué un de 10 ans et où tu n'as pas arrêté de mâcher? Je n'ai rien à régler. J'ai déjà réglé la seule chose sur laquelle j'avais le contrôle. Tu exagères. Je réagis pour la première fois. C'est une habitude chez vous, c'est pour ça que ça vous semble être une réaction excessive. Il a raccroché. Laura a levé légèrement sa tasse, comme pour porter un toast. Ce matin-là, Caleb est descendu en t-shirt, sans chaîne. Il s'est assis à table et s'est servi ses céréales sans qu'on le lui demande, ce qu'il ne fait jamais. Il était prudent. Les enfants deviennent prudents après un événement qu'ils ne comprennent pas tout à fait mais qu'ils savent être mauvais. J'ai posé la chaîne brisée sur la table à côté de son bol. Il l'a regardée. Il l'a prise et l'a tenue dans sa main pendant qu'il mangeait, le fermoir cassé pendant entre ses doigts. Est-ce qu'elle peut être réparée? Oui, je l'emmène chez le bijoutier aujourd'hui. Le même où tu l'as acheté? Le même. Il a brandi la chaîne vers la lumière. Les mailles serpents ont capté le soleil du matin par la fenêtre de la cuisine. Elle est encore jolie. Elle est jolie. Marcus n'en voulait même pas. Il l'a jetée par terre. Je sais. Il ne voulait pas la chaîne. Il voulait juste que je ne l'ai pas. J'ai regardé mon fils de 10 ans assis à la table de la cuisine dans la lumière du matin, tenant une chaîne brisée. Il avait compris plus de choses que bien des adultes. Il avait compris ce que Marcus avait fait mieux que Rachel ne le comprendrait jamais. Ce geste n'était pas pour l'or, c'était pour prendre quelque chose à quelqu'un simplement parce qu'on le peut. Laura a pris une photo de la marque rouge sur la nuque de Caleb avant qu'il ne parte à l'école. Elle ne lui a pas dit à quoi ça servirait, elle a juste pris la photo et a rangé son téléphone. Le reste de la semaine a été calme. Rachel n'a plus rappelé après l'épisode du parking. Mes parents n'ont plus rappelé après que mon père a raccroché. Le silence était pesant. Quelques jours plus tard, ma mère est venue à la maison. Elle a apporté un plat et un sac de courses qu'elle n'avait pas besoin d'apporter. Elle se tenait dans le couloir avec le sac à la main, et Caleb est passé devant elle pour aller au salon. Il a dit bonjour et a continué son chemin. Il ne s'est pas arrêté, il ne l'a pas serré dans ses bras. Il avait l'habitude de courir vers la porte quand elle venait. Maintenant, il l'a traité comme le facteur poli mais désintéressé. Elle l'a remarqué. Je le voyais sur son visage. Elle s'est assise à la table de la cuisine pendant que Caleb jouait dans l'autre pièce. Je l'entendais se parler à lui-même, faisant des bruits de voiture. Des bruits d'enfants normaux.
J'aurais dû dire quelque chose au dîner. Tu aurais dû. Je ne savais pas quoi dire. Tu n'avais pas besoin de savoir quoi dire. Tu avais juste besoin de dire quelque chose. N'importe quoi. Ça suffit, Rachel. 3 mots. Tu n'as pas trouvé 3 mots alors que ton petit-fils se tenait le cou. Elle a regardé ses mains sur la table. Rachel a toujours été comme ça. Et tu l'as toujours laissé faire. Tu l'as laissé prendre la place au barbecue. Tu l'as laissé donner à Caleb une carte de $20 à côté d'une console de jeu. Tu l'as laissé dire à un enfant de 10 ans de s'asseoir sur une marche pour que Marcus ait la chaise. Et puis tu as laissé son fils arracher une chaîne du cou de mon garçon. Et tu l'as laissé me dire de sortir. À quel moment Rachel est comme ça cesse d'être une excuse et commence à être ton choix? Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a croisé et décroisé ses mains. Ton père pense que tu es allé trop loin. Mon père a regardé son petit-fils se faire blesser et n'a pas posé sa fourchette. Il n'est pas qualifié pour mesurer la distance. Il veut te parler. Il peut t'appeler. Il est trop fier. Alors qu'il reste fier. Je ne vais pas aller chez lui pour qu'il lui soit plus facile de me dire que j'ai exagéré. Elle a commencé à avoir les larmes aux yeux. Je ne veux pas vous perdre, Nathan. Tu ne nous as pas perdus au dîner, maman. Tu as perdu ma confiance. Ce sont 2 choses différentes, et une seule des 2 revient. Elle est restée assise là encore quelques minutes. Elle a demandé si elle pouvait dire au revoir à Caleb. J'ai dit oui. Elle est allée au seuil du salon et a dit « Au revoir, mon chéri ». Caleb a répondu « Au revoir, mamie », sans lever les yeux de ses voitures. Elle est restée là une seconde, le regardant ne pas lever les yeux. Et je pense que c'est la première fois qu'elle a compris ce que le silence à la table du dîner avait réellement coûté. Elle a laissé le plat sur le comptoir et est rentrée chez elle. Mon père a appelé ce soir-là. Un appel court, un ton différent d'avant, moins autoritaire. Ta sœur loge chez nous. Elle dort sur le canapé. D'accord. Marcus est dans la chambre d'amis. Il demande pourquoi ils ont dû quitter l'appartement. Qu'est-ce que Rachel lui a dit? Elle lui a dit, ton oncle est difficile. Elle lui a dit la vérité avec laquelle elle est à l'aise. C'est ce qu'elle fait toujours. Combien de temps vas-tu continuer comme ça? Je ne continue rien du tout, papa. J'ai retiré mon nom d'un bail. Ce n'est pas une punition. C'est une signature sur un papier que j'avais parfaitement le droit de reprendre. C'est ta fille, mais c'est mon fils. Un long silence. Est-ce que le petit va bien? C'était la première fois que l'un de mes parents prenait des nouvelles de Caleb depuis le dîner. 5 jours plus tard, la première question sur l'enfant qui avait été réellement blessé. Il va bien. Il porte à nouveau sa chaîne. J'ai fait réparer le fermoir. Bien. Elle n'aurait pas dû avoir besoin d'être réparée, papa. Il n'a rien dit d'autre. Il a dit bonne nuit et a raccroché. Ce n'était pas une excuse, mais c'était la première conversation qui ne commençait pas par me dire de régler les choses, et c'était déjà un progrès pour une seule semaine. Caleb m'a demandé ce soir-là si nous allions retourner chez mamie. Pas avant un moment, mon grand. C'est long, un moment? Je ne sais pas encore. Il y a réfléchi. Est-ce qu'on peut prendre une pizza à la place? Oui, on peut prendre une pizza. Je peux avoir pepperoni et ananas. Tu peux avoir ce que tu veux. Il a souri et est retourné à ses voitures. Il s'était déjà adapté, comme le font les enfants de 10 ans quand ils ont compris où se trouve réellement la chaleur. Ce week-end-là, j'ai emmené la chaîne chez le bijoutier à la même boutique où je l'avais achetée 3 mois plus tôt. Je l'ai posée sur le comptoir. Le bijoutier l'a prise et l'a tournée sous la lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? On a tiré dessus. Il a examiné le fermoir. La chaîne est intacte. C'est juste le fermoir. Il l'a réparé en 20 minutes. Une réparation à $15 sur une chaîne à $400. En sortant, il a dit, il a fallu tirer sacrément fort. Ces fermoirs ne cassent pas facilement. J'ai hoché la tête et je suis sorti avec la chaîne dans ma poche. Le soir même, j'ai posé la chaîne sur le comptoir de la cuisine. Caleb l'a trouvée en rentrant de jouer dehors. Il s'est arrêté sur le pas de la porte. Tu l'as réparée? Oui. Elle est comme avant?
Exactement la même. Il l'a prise et l'a mise, la glissant sous son t-shirt comme il le fait toujours, passant ses doigts le long des mailles plates pour s'assurer qu'elles étaient bien à plat. Il m'a regardé. Merci, papa. Il est reparti jouer dehors. La chaîne était sous son t-shirt, là où elle devait être, et la porte moustiquaire a claqué derrière lui. Et pendant une seconde, la cuisine a été silencieuse, mais d'un bon silence. Lundi matin, j'ai préparé le petit déjeuner de Caleb pendant qu'il s'habillait pour l'école. Il est descendu dans son uniforme avec la chaîne glissée sous son t-shirt. Je voyais l'ombre qu'elle dessinait sous le tissu. Il la portait depuis que je l'avais fait réparer, et il ne l'enlevait que pour le basket et la douche, comme avant. Laura préparait son déjeuner au comptoir. Elle a regardé la chaîne, puis moi. Elle n'a rien dit, elle n'en avait pas besoin. Caleb s'est assis et a mangé ses tartines. Il parlait d'un contrôle de maths qu'il avait plus tard et se demandait si l'école de Marcus faisait le même genre de test. Puis il s'est arrêté. Il m'a regardé. Papa? Oui. Je ne vais pas voir Marcus avant un moment, n'est-ce pas? Probablement pas avant un moment. À cause de la chaîne? À cause de beaucoup de choses. Il a réfléchi en mâchant. C'est pas grave. Marcus n'est pas très marrant de toute façon. Laura s'est détournée pour que Caleb ne voie pas son visage. Elle riait, ou elle essayait de ne pas pleurer. De là où j'étais, on aurait dit les deux. J'ai conduit Caleb à l'école. Il est sorti de la voiture avec son sac à dos et sa chaîne bien cachée sous son t-shirt. La marque rouge sur sa nuque s'était estompée en une fine ligne qu'on ne voyait que si on savait où chercher. Le fermoir était neuf. La chaîne était la même. Le garçon était le même, mais un peu différent, de cette manière dont les enfants changent après avoir appris quelque chose sur le monde qu'ils ne savaient pas auparavant. Il m'a fait un signe de la main depuis le trottoir. « Salut, papa !» Puis il s'est retourné et a couru à l'intérieur, son sac à dos cahotant, la chaîne invisible sous son t-shirt. Mais elle était là. La chaîne était réparée, la marque guérissait, le garçon courait. Je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière les portes. Puis j'ai passé la première.